qu'est-ce que je suis venu vous dire? De manière un peu carrée, je vais le dire tout de suite. Je suis venu dire qu'au fond, pour moi, il n'y a pas de qualité de vie au travail, puisque c'est la thématique de la semaine, qui ne soit pas enracinée dans la qualité du travail tout court. Pourquoi? Parce que, si je veux le dire d'une formule qui, elle aussi, a l'avantage d'être verticale et donc discutable, il n'y a pas de bien-être sans bien faire. Ça, c'est le fil conducteur de tous les travaux que j'ai pu conduire et des expériences pratiques qui sont les miennes, qui sont d'ailleurs pas simplement les miennes, mais qui sont celles de toute une équipe, et que je n'oublie jamais de saluer à ces occasions. Beaucoup de travail collectif, et donc ce que je vais vous dire, c'est le résultat d'un travail collectif, même si, bien sûr, j'ai pris ma part dans l'affaire, quoi, hein. Donc, pas de bien-être sans bien faire. C'est au fond le fil conducteur de ce que je veux dire, sachant que si j'ai appelé l'avant-dernier ouvrage que j'ai écrit « Le travail à cœur », c'est que précisément je considère que c'est comme ça, quand on peut prendre son travail à cœur, qu'on a le plus de chances d'avoir sa santé protégée. La protection de la santé a donc à voir avec la possibilité de se reconnaître dans ce qu'on fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être reconnu par autrui. Se reconnaître dans ce qu'on fait, faire quelque chose qui est défendable à ses propres yeux, ça me paraît absolument central en matière de santé au travail. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et après, du point de vue pratique, voir comment on peut le prendre, pas simplement identifier l'objectif, et donc mettre la qualité du travail au cœur de l'affaire. Sachant que vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'en matière de santé au travail, le vocabulaire est flottant. Comme j'ai commencé à avoir un peu d'âge, j'ai connu les temps héroïques et avant-gardistes du stress au travail. Ensuite, je suis passé, comme vous tous, par la thématique de la souffrance au travail. Ensuite, j'ai connu les risques psychosociaux. Au passage, j'ai croisé quelque chose qui est encore très important, d'après ce que j'ai compris, puisque un colloque vient d'avoir lieu, le harcèlement au travail. Voilà. Maintenant, la thématique qui domine, c'est la qualité du travail. Je passe sur le burn-out, le burn-out, et ainsi de suite. Comme vous voyez, il y a ce qu'on pourrait appeler un glissement lexical permanent du vocabulaire. La manière de dire la chose, j'allais dire, ne tient pas en place. Ça, c'est très intéressant en soi. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir à cette affaire-là. Il y a comme une sorte de démonétisation du vocabulaire qui désigne les problèmes de santé au travail. Et d'ailleurs, tout se cumule, et même parfois tout se confond. On pourrait même parler d'obsolescence programmée. C'est-à-dire, je suis en train de vous annoncer que sans doute, après la qualité de vie au travail, il y aura autre chose. Alors, du coup, le psychologue du travail que je suis, évidemment, et qui est psychologue tout court d'ailleurs, au passage, est amené à se demander si on n'a pas affaire à un symptôme, tout simplement, le vocabulaire glissant. Comme si les mots ne tenaient pas sur les choses. Ce vocabulaire glissant est en lui-même un indicateur important de la situation que nous connaissons depuis plusieurs années. Voilà. Cette situation, à partir du moment où on la regarde comme un symptôme, on est amené, si on fait un peu de psychologie, ce qui est mon cas, à voir derrière le symptôme quel est le conflit. Au fond, de quoi le symptôme nous parle. Et bon, je fais une hypothèse que j'ai mis en discussion. Je me suis efforcé de nourrir cette hypothèse d'un certain nombre d'éléments, de faits et de concepts. Je fais l'hypothèse qu'au fond, derrière tout ça, il y a comme une angoisse sociale, une angoisse dans la société. Et en général, quand il y a une angoisse, il y a un déni. Je fais un peu de psychologie, je m'excuse, mais bon, ça peut être utile. Et donc l'hypothèse que je formule, que je défends, c'est qu'il y a bel et bien un déni. Il y a un déni d'un conflit
sur la qualité du travail. On pourrait même dire qu'au fond, ce qui fait symptôme régulièrement indique que le déni se répète de ce conflit sur la qualité du travail. Et je vais être encore un peu plus précis, un déni du conflit sur les critères de la qualité du travail. Pas la qualité du travail en général, les critères de la qualité du travail sont dans la société différents les uns des autres. S'affrontent des points de vue différents sur la qualité du travail. Se mesurent des angles d'attaque sur cette question-là et des pratiques sociales qui concernent la qualité du travail. Voilà. Autrement dit, c'est quoi le travail bien fait? Et franchement, c'est passible de définitions multiples et de définitions opposées, voire de définitions conflictuelles. Et dans ma bouche, le conflit n'est pas mortel, n'est pas un drame. En général, c'est même quand on a du mal à instituer les conflits qu'ils deviennent ravageurs. Donc, vous voyez, je fais l'hypothèse que si le vocabulaire glisse, si on n'arrive pas à stabiliser le vocabulaire, et qu'on a un vrai problème dans la société telle qu'elle existe, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne dans les organisations du travail, qu'on a un vrai problème sur la possibilité d'instituer, et je parle d'institution au sens fort du terme, y compris juridiquement, d'instituer les conflits sur les critères de qualité du travail. Et qu'au fond, tant que cette difficulté persiste, on pourrait même dire que tant que le conflit de critères sur la qualité du travail n'aura pas droit de cité dans les organisations, belle expression, droit de cité dans les organisations, on peut faire l'hypothèse que le vocabulaire va continuer à glisser. Et la DARES posait traditionnellement la question, lorsqu'elle voulait soulever ces problèmes de santé psychique, santé mentale au travail, vous connaissez peut-être ça, en termes de faire des choses contraires à sa conscience. C'était une manière de poser le problème autour duquel j'essaie de tourner. Faire des choses contraires à sa conscience était considéré comme un facteur de risque extrêmement important dans les enquêtes de la DARES, qui sont les enquêtes déclaratives, bien sûr. Mais j'avais toujours noté que cette question produisait des réponses, à mon avis, en deçà du problème. Et c'était une discussion qu'on avait souvent avec Thomas Coutreau. Je trahis personne. C'est des choses que vous pourrez vérifier auprès de lui si vous le rencontrez un jour. Et j'ai toujours dit à Thomas Coutreau, votre question, elle a un défaut, c'est qu'elle a un côté couche moyenne supérieure. Je fais des choses contraires à ma conscience. Je pense que vous devriez poser une question plus simple. Est-ce que je peux ou je ne peux pas faire du bon boulot? Alors évidemment, c'est compliqué de faire des questionnaires avec cette question, mais au moins le travail bien fait. Et après de nombreuses années, j'ai été très heureux un jour de voir introduit dans les enquêtes de la DARES cette question-là. Et je vous donne le résultat, qui a étonné, y compris les collègues de la DARES, hein, c'est pas un scoop. Les résultats sont les suivants. Ils considèrent que statistiquement, c'est une vraie, une vraie surprise. Hein. Alors que la question était là, est-ce que vous ressentez toujours ou souvent la fierté du travail bien fait? Je ne vais pas insister là-dessus, mais évidemment, dans le travail bien fait, il y a la question de la fierté. Hein, pouvoir être fier de ce qu'on fait. Pas toujours. J'ai coutume de dire, attention, parce que si on cherche à être toujours fier, c'est très fatigant. Mais au moins de temps en temps, quoi. Hein, voilà. Pas obligé d'être un héros de la fierté au travail et d'être toujours à l'aise avec ce qu'on fait. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte, mais c'est pas comme ça la vraie vie. Mais au moins de temps en temps. Donc la question de la DARES a été posée comme ça. On a les résultats. Les résultats, c'est que 35% des salariés de l'industrie, 35% précisément, 35% des salariés de l'industrie et 37% des salariés de la fonction publique, d'État ou hospitalière, déclarent ne jamais ressentir la fierté du travail bien fait. C'est, du point de vue statistique, énorme. C'est ce que disent les statisticiens, énorme, parce qu'évidemment, ce sont des chiffres agrégés. Ça signifie que derrière, il y a des situations locales où ces données-là sont multipliées par 3. Quoi. Et il y a même des situations, j'en connais, dans lesquelles vous pourriez dire il y a 100% du personnel, par exemple dans certains EHPAD, dans les hôpitaux, mais aussi dans l'industrie automobile, que je connais bien, pour vous dire à quel point c'est répandu.
Donc on est sur un problème majeur, posé comme ça. Vous voyez, c'est pas simplement faire quelque chose qui ne correspond pas à sa conscience. On peut faire du bon boulot ou non. On se reconnaît dans ce qu'on fait ou non. Et pour moi, c'est même beaucoup plus simple que ça. C'est est-ce que je peux parler à table le soir à mon conjoint et à mes enfants du travail que j'ai fait? Le silence dans les familles sur cette question-là est un critère de dégradation de la santé au travail. Alors évidemment, difficile de prendre ça en compte au plan statistique, mais c'est très important, y compris pour la transmission entre les générations. Donc voilà, ça c'est la première donnée. La deuxième donnée de la DARES, qui est à mon avis presque aussi importante et qui nous met au cœur du sujet, puisque mon sujet c'est la performance et la santé. La deuxième donnée que je voudrais mettre sur la table, c'est la suivante. Ça c'est beaucoup plus récent, c'est 2017. À l'automne 2017, la DARES a montré que, enfin, fournit les chiffres qui consistent à faire la démonstration que la santé mentale des salariés s'améliore quand ils sont non pas seulement consultés sur des transformations de l'organisation, mais partie prenante des décisions qui engagent leur travail. Je cite là l'adresse. Partie prenante des décisions qui engagent leur travail. Et il y a une troisième donnée qui m'intéresse encore plus, parce que les psychologues sont particulièrement concernés par ce problème. Il semble qu'il vaille mieux être informé, mais pas consulté, si on n'est pas ensuite entendu. Alors ça signifie que être consulté sans pouvoir influer sur les décisions est pire que tout. Ça, pour les psychologues du travail, j'allais dire pour les intervenants en milieu de travail, qui aujourd'hui se piquent tous, et j'en fais partie, de fabriquer des espaces de discussion dans lesquels, comme on dit souvent, on libère la parole. Et bien simplement, ça signifie que, attention, parce qu'il ne suffit pas de libérer la parole, une parole libérée qui ne se traduit pas par des transformations effectives des organisations est une parole dangereuse, qui fabrique quoi? Essentiellement de la défiance à l'égard des organisations. Est-ce que les gens ont horreur, vous et moi d'ailleurs, c'est notre cas aussi, j'imagine, hein, qu'on ne fasse rien de ce qu'ils disent? Et au bout d'un moment, quand on ne fait rien de ce qu'on a dit, ce qui s'installe, encore une fois, dans les organisations, c'est le silence. Celui qu'on garde sur l'estomac et qu'on transporte, y compris le soir, à table. Donc, rien de pire que la parole inutile. Donc, vous voyez la difficulté de la chose, quoi. Rien de pire que ça. Parce que la parole inutile, ça se transforme en ressentiment. Ou, si on veut le dire de manière, j'allais dire, plus ordinaire, on la garde sur l'estomac. Et ça fabrique, on en fait une maladie. Belle expression populaire. J'aime beaucoup cette expression populaire. Tu ne vas pas en faire une maladie? Bah si. Je vais en faire une maladie. Vous voyez, en faire une maladie, c'est de quoi? Alors la parole inutile, je pense que c'est un des fléaux des temps modernes. Surtout lorsqu'on rencontre dans les organisations, et on rencontre de plus en plus des bonnes intentions, y compris de dirigeants, qui considèrent qu'il faut surtout permettre aux gens de parler et qui cherchent, au fond, à ce qu'ils s'expriment. L'expression, y compris le droit d'expression. Là, on tombe sur des problèmes juridiques extrêmement intéressants, puisque le droit d'expression, c'est la loi de 82. Hein, y compris le droit d'expression, sans la possibilité de décider. Ben, on est devant un problème psychologique majeur et un problème social majeur, quoi. Alors, vous voyez bien que là, je suis au cœur des problèmes de performance. Parce que décider de quoi? Pas simplement décider de son geste professionnel, encore que ça soit capital, hein, mais décider de la qualité du travail, de la qualité du geste, bien sûr, de la qualité du rapport dans le travail collectif, très important, de la qualité des rapports et des compétences et de l'expertise dans le rapport entre les hiérarchies et les subordonnés, mais aussi de la qualité des produits. Dans qualité du travail, j'insiste, je mets aussi qualité des produits. Et vous allez voir à quel point c'est une affaire importante, puisque maintenant, je vais prendre quelques exemples
qui vont vous rappeler des choses que vous avez déjà entendues, parce que maintenant, toutes les semaines, il est question de ça, y compris dans la grande presse, ce qui donne une idée forte de ce qu'il en est en réalité, parce que entre la grande presse et le réel, il y a un petit écart. Donc quand ça arrive dans la grande presse, ça veut dire que ça fait déjà du bruit dans le local, si je peux dire. Hein. Alors j'en prends 3 exemples. L'un que vous avez tous en tête, Volkswagen. Bon, on appelle ça le Dieselgate. D'ailleurs, maintenant, on a à peu près le fin mot du dossier. On sait que la direction de Volkswagen n'a pas triché. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. La direction de Volkswagen n'a pas triché. Elle a simplement dit il faut conquérir le marché américain, devenir le principal groupe sur le marché. Et pour ça, il faut qu'au mois de février, nous soyons capables d'avoir livré le nouveau moteur diesel indispensable. Et les ingénieurs se sont débrouillés pour tenir les délais. Vous voyez les critères, le marché, les délais, et faire un moteur innovant, c'est-à-dire développer un moteur de qualité, un produit de qualité. Voilà. Eh bien, les ingénieurs, dans cette situation de conflit de critères, tenir les délais, sauver l'entreprise, ou en tout cas lui permettre de prendre le marché, et en même temps faire leur beau métier, qui est un métier de concepteur de logiciels, dans cette situation de dilemme professionnel, on va le dire comme ça, eh bien, d'une certaine manière, ils ont été créatifs. Et ils ont fabriqué un logiciel qui permet de passer les tests et qui ensuite livre le véhicule dans des conditions dégradées dans la circulation routière. Une grande créativité des ingénieurs. Et donc c'est très important de savoir que la direction de l'entreprise n'a pas triché. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'un petit maillon intermédiaire, là, c'est qu'on a une organisation du travail qui, d'une certaine manière, ne permet pas de dire non, ne permet pas d'exister dans le conflit de critères, ne permet pas d'objecter, ne permet tout simplement pas de dire ce que vous nous demandez dans les délais où vous nous le demandez, c'est pas possible. Et nous, on vous le dit parce que c'est notre job. Et comme c'est nous qui faisons le job, alors il faut nous entendre. Eh bien ça, c'est pas possible. Donc on a un problème d'organisation du travail. C'est ça l'organisation du travail, hein, fondamentalement. Donc là, on a parole inutile, dialogue impossible, dialogue empêché. Vous savez bien à quel point je suis attaché à l'activité empêchée. Et vous voyez que quand on est dans une activité empêchée, c'est le cas de ces ingénieurs, eh bien on se débrouille pour contourner l'obstacle, au risque de faire quelque chose qui entache durablement la réputation d'une entreprise. Voilà, ça c'est, et maintenant c'est chez Audi. Alors je continue. Il y a encore 2 exemples. Lactalis. Vous avez entendu parler de Lactalis, hein, 200 bébés nourrissons affectés par un lait contaminé à la salmonelle. Mais quand on écoute des salariés qui ont travaillé chez Lactalis, et malgré tout ça filtre, voilà, on a la chose suivante, je vous le donne. Un salarié qui a travaillé pendant des mois comme intérimaire chez Lactalis. On est nombreux dans le service à n'être absolument pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez des tamis au sol, quand vous voyez des brosses qui finissent au sol et qui côtoient toutes les poussières d'une semaine de production et dont on se sert, j'essaie d'être le plus précis, on se sert pour nettoyer l'intérieur des tuyaux, effectivement, il ne faut pas être surpris qu'on puisse contaminer un circuit de poudre. Les consignes de nettoyage dans l'établissement sont sommaires et on ne peut pas les respecter parce que ce n'est pas possible de les respecter. Même s'il y a une progression, dit-il, vous voyez comment il est raisonnable, elle reste loin d'être ce qu'il faudrait pour la norme. On a donc arrêté la tour numéro 1 chez Lactalis. Alors, il faut bien qu'on s'entende, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Je ne suis pas convaincu que ce salarié qui parle là ait raison. Je n'ai pas besoin de cette hypothèse-là. Ce qui est important, c'est que ce salarié qui a ce point de vue-là, il puisse le confronter avec une hiérarchie dans des institutions où on instruit le dossier. Vous voyez bien ce salarié. Et c'est lui qui les a manipulés, ces brosses.
dans des conditions de normes dont il savait pertinemment qu'il courait un risque sur le lait, et le lait est pour les bébés. Hein, c'est même pas des moteurs, là. Alors, notez ce point, j'aimerais bien qu'on en discute. Pour moi, il est très important. Je ne suis pas en train de dire simplement que les salariés ont raison lorsqu'ils parlent de leur travail. Parce que je sais très bien, par expérience, que lorsque vous confrontez dans un collectif de salariés, ces salariés à la question simple, c'est quoi faire du bon boulot, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est extrêmement important, c'est même ça qui me réjouit le plus, parce que c'est une occasion de dialogue à l'intérieur des collectifs. Je dirais même que c'est sur la capacité de s'opposer sur la qualité du travail qu'on fait entre collègues qu'on juge la qualité d'un collectif. Alors, je sais bien que, bien souvent, dans nos métiers, on pense que le collectif, c'est un collectif qui a un point de vue, qui doit être confronté à des hiérarchies qu'il y en a un autre, et on fait comme si le point de vue des salariés était constitué sur ces affaires-là. Eh bien non, dans notre métier, on sait très bien que le point de vue sur la qualité du travail doit être construit. Parce que c'est compliqué, les critères de qualité du travail, que d'une certaine manière, c'est compliqué de faire toujours les choses bien. C'est compliqué définitivement, je pense que ça va durer. Faire toujours les choses bien, c'est compliqué. Parce que parfois, la situation contraint à choisir un critère contre l'autre. Et pas toujours d'ailleurs la rapidité ou la rentabilité contre la santé. Bien sûr que non, pas toujours, mais parfois oui. Parfois même pour la performance, il y a des conflits de critères entre les salariés. Donc c'est important de ne pas avoir une idée trop simple de la santé, simplement indexée sur le point de vue déjà construit des salariés. La santé, c'est la possibilité de changer le point de vue. C'est ce qu'on appelle le développement. Je ne développe pas ce point-là, mais on pourra en discuter si vous voulez. Bon. Mais ce qui est grave, c'est le déni. C'est l'impossibilité d'instituer, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, d'instituer la controverse nécessaire, quand c'est nécessaire, sur le dossier mal instruit de la qualité du travail. Donc on n'a pas des organisations dotées des institutions qui permettent d'instruire ces dossiers. Je dis bien d'instruire les dossiers, pas de se plaindre, hein, d'instruire les dossiers. Ce qui demanderait aux salariés de se porter à un niveau d'expertise encore plus grand que le leur, bien sûr. Parce que si vous instituez la controverse sur le travail bien fait, sur la qualité du travail, et c'est ce que nous faisons dans les organisations, vous faites le constat très rapidement que lorsque les salariés font une critique sur la qualité du travail, ils rencontrent en face d'eux des hiérarchies qui sont capables d'objecter. Et il y a même des débats absolument passionnés sur ce que c'est que la surqualité. Moi, j'admets très bien qu'une direction dise, par exemple, enfin, j'admets, oui, tranquillement, hein, qu'une direction dise à des salariés, maintenant, là, compte tenu des contraintes dans lesquelles nous sommes, là, ce qu'on faisait, c'était la surqualité. Donc, il faut faire autrement. Ça se défend comme point de vue. C'est un certain point de vue sur la qualité du travail, parce qu'après tout, la survie d'une entreprise, sa rentabilité, sa productivité, enfin, on pourra discuter de ça. Après tout, c'est un point de vue sur la qualité du travail qui a sa légitimité. Et par contre, si ce point de vue-là est organisé sur le déni de l'autre point de vue ou des autres points de vue, sur d'autres critères de qualité, autrement dit, si vous n'avez pas un droit de citer pour qu'un libre examen soit organisé, mais pas toléré, hein, pour qu'un libre examen soit organisé de façon sérieuse et instruite sur ces questions-là, alors vous avez un risque majeur, santé, travail, santé publique et performance. Je prends performance là dans un sens tout à fait particulier. Je considère que quand Volkswagen fait ce qui a été fait, elle organise, cette entreprise, un gâchis de performance, elle gaspille. Je considère que à l'EPR de Flamanville, on gaspille l'argent public. C'est pas performant, c'est même pas bien du tout. Je considère que chez Lactalis, on a gaspillé la performance, on a gaspillé l'intelligence des gens aussi, mais on a aussi gaspillé la santé de ces nourrissons.
Donc, la santé au travail, ça consiste à lutter contre le gaspillage de la performance. Non pas en se couchant devant les critères dominants de performance, mais en se constituant littéralement comme des sujets de la performance, des sujets qui veulent tout simplement discuter de la performance pour gaspiller moins, c'est-à-dire pour pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait.